Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Le PLF 2025 est donc passé en première lecture à la Chambre des représentants après la discussion de plus de 500 amendements apportés à la version initiale proposée par le gouvernement. Et ce sont 171 députés qui ont voté pour, 56 contre et une abstention. Ce PLF, pour reprendre les termes de la présentation qui en a été faite par la ministre des Finances, repose sur 4 piliers. La poursuite du renforcement des piliers de l'État social, couverture médicale, aide directe, éducation, les suites, les conséquences du séisme à Al-Haouz, les inondations à côté de la région de Tata et autres. La consolidation de la dynamique de l'investissement et de la création d'emplois, la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles, réforme de la justice, régionalisation avancée et quatrièmement, la préservation de la soutenabilité des finances publiques. Ce PLF qui doit donc imprimer sa marque à l'année 2025 prévoit une croissance de 4,6%, un taux d'inflation de 2%, le gaz à $500 la tonne, une récolte de 70 millions de quintaux et une évolution de 3,2% de la demande extérieure. Est-ce crédible? Est-ce bien raisonnable? Nous en parlerons avec nos invités. Ce qui rend ce PLF encore plus intéressant est qu'il intervient avec une incertitude climatique et mondiale, géopolitique pour tout dire, accrue avec l'élection de Donald Trump. Et ce qui le rend intéressant aussi est qu'il soit l'avant-dernier PLF présenté par l'actuel gouvernement et sa majorité. C'est donc l'occasion de faire le point sur ce qui a été réalisé, sur ce qui est en cours de réalisation et sur ce qui n'a pas abouti. Avec nous pour en parler, Mohamed Bennoussa, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur universitaire, ancien membre de la commission spéciale sur le modèle de développement, président du Forum des économistes du PPS et vice-président du mouvement Damir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est Bousta. Merci de m'accueillir ce soir dans votre émission. Marhaban, c'est Younes Mamar. Bonsoir, merci à vous aussi d'être avec nous. Vous êtes ingénieur, vous êtes membre du bureau politique du PAM, Parti Authenticité et Modernité, s'il était besoin encore de le préciser. Et vous êtes aussi ancien directeur général de l'ONE. Merci. Messieurs, messieurs, merci d'être avec nous. Alors, avant de parler du PLF, est un projet gouvernemental qui est transmis au Parlement et le gouvernement vient d'être remanié. Globalement, votre avis sur la question? Alors, on commence par l'opposition ou par la majorité? Alors, on va commencer par la majorité. Très bien. Remaniement mi-mandat, c'est devenu relativement une tradition depuis bien longtemps. Mi-mandat, sans doute, en tout cas, l'objet qui le motive, c'est de pouvoir insuffler l'action gouvernementale. Et ce que je peux dire, en tout cas, pour ce qui est de l'architecture gouvernementale, il y a eu un renforcement par des secrétaires d'État et bien entendu un changement de certains portefeuilles. Pour la partie PAM, comme vous savez, nous faisons partie du gouvernement. Nous avons des secrétaires d'État qui sont fils, pas encore filles, en tout cas les secrétaires d'État sont enfants du parti, qui viennent renforcer l'architecture gouvernementale des portefeuilles portés par nos ministères. Et au niveau des portefeuilles qui ont changé, nous avons deux portefeuilles qui sont assez importants et qui ont été, l'un au niveau de l'éducation supérieure. M. Midaoui est un enfant du PAM, a beaucoup travaillé, même en périphérie, avec le PAM. Et puis, on a la chance de pouvoir aussi attirer des sommités mondiales, en l'occurrence, Mme Sarrochni, sur la partie transition. En tout cas, l'idée, parce qu'il faut mesurer après l'acte, l'idée, c'est de pouvoir apporter une impulsion nouvelle à la politique gouvernementale et la loi de finances dont on va parler, on va être un des démembrements. Alors, je vous pose la question, mais différemment, Mohamed Bennoussa, vous êtes d'Amir, vous êtes du PPS, mais vous avez été aussi membre de la commission supérieure spéciale sur le modèle de développement. Si Chakib Bennoussa a quitté le gouvernement, si Meraoui a quitté le gouvernement, ils étaient votre président et votre père, PAIR, à la CSMD. Est-ce qu'on peut considérer que, à l'exception de M. Bennoussa qui a été nommé par Sa Majesté à la tête du HCP, est-ce qu'on peut considérer que les ministres partants ont failli quelque part? Je pense que c'est une question qu'il faudrait plutôt poser au chef du gouvernement et non pas à un représentant de l'opposition. Laissez-moi dire d'abord mon plaisir de participer à cet échange avec Sil Mamar, dont je connais la compétence et la probité. Nous aurons certainement des points de divergence puisque nous appartenons à des blocs politiques pas opposés mais en compétition.
mais je pense que ce qui rejoint, qui peuvent converger malheureusement sur peu de sujets, quand je vois la nature des politiques publiques qui sont mises en œuvre, mais nous convergeons en tout cas sur l'intérêt national et la défense des grands projets de notre pays, de l'intérêt de nos compatriotes. Donc pour répondre à votre question plus précisément, j'avoue, d'abord, je dis aux nouveaux ministres et secrétaires d'État qui ont été nommés par Sa Majesté, je leur dis bon vent, bon courage, et je leur souhaite plein succès, parce que si le gouvernement de mon pays réussit, c'est tout mon pays qui réussit, et c'est au profit de mes compatriotes. Mais je dois dire qu'en dépit du fait que le remaniement est une pratique politique courante, en dépit du fait que la décision du remaniement appartient en dernier ressort à Sa Majesté le Roi, je dois dire que ce remaniement a suscité plusieurs interrogations. D'abord, il est relativement tardif, puisque les ministres nouvellement nommés secrétaires d'État, n'ayant aucune influence sur le projet de loi de finances 2025, finalement auront pour fonction de mettre en œuvre les politiques définies par leurs prédécesseurs, d'une part, et de préparer la dernière loi de finances, celle de l'année 2026. C'est aussi un remaniement qui est relativement surprenant quand on voit certains profils de ministres qui ne sont pas forcément en adéquation avec les secteurs qu'ils dirigent aujourd'hui. Et enfin, il y a un étonnement aussi que d'entendre le chef du gouvernement féliciter, louer les performances, les résultats de ministres qu'il a proposé de ne pas reconduire. Donc c'est assez contradictoire. En réalité, le point de vue du parti auquel j'appartiens, le parti du progrès et du socialisme, c'est que les problématiques de notre pays ne sont pas des problématiques de personnes, d'hommes ou de femmes au sein de l'exécutif, mais c'est d'abord et avant tout les orientations stratégiques du gouvernement, les politiques publiques qui sont mises en œuvre, et c'est là où il faut remanier. C'est la politique publique du gouvernement qu'il faut remanier, et non pas les hommes et les femmes qui le composent. Alors, puisque vous parlez du PLF, je reste avec vous, Mohamed Ben Moussa. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de prise, le nouveau ministre, sur le PLF. Alors, moi, je ne connais rien au PLF, je ne connais rien à la loi de finances, et nos téléspectateurs, ils connaissent certainement beaucoup plus, mais si vous deviez résumer, mais synthétiser, on entrera dans le détail plus tard, quelles seront les grandes évolutions, 3 ou 4 points, qu'il y a entre la LF passée, la loi de finances passée, actuelle, enfin celle de 2024, et le PLF 2025? La réponse est assez simple et assez brève, aucune évolution. On entre dans le vif du sujet. Le projet de loi de finances 2025, il s'agit toujours d'un projet. Il y a encore la discussion au niveau de la Chambre des conseillers, puis le retour à la Chambre des représentants, s'il y a modification, s'il y a amendement. Le projet de loi de finances 2025 est dans la parfaite continuité des 3 précédentes lois de finances, c'est-à-dire celles qui viennent sanctionner, concrétiser la politique du gouvernement. Comment est-ce qu'on peut caractériser ces 4 lois de finances ? Eh bien, elles sont marquées par, à mon avis, une erreur d'analyse économique, une erreur d'analyse en termes d'économie politique, qui est celle qui privilégie l'orientation ultralibérale et qui repose toute la stratégie publique sur la théorie du ruissellement. Autrement dit, favoriser les grandes entreprises, les grands groupes financiers, les grandes multinationales, au détriment des PME et des toutes petites entreprises, favoriser également les classes sociales les plus favorisées, les plus riches, celles qui ont des patrimoines importants, au détriment de la classe moyenne. Évidemment, mon propos, je peux l'argumenter dans le cadre du débat à travers des mesures concrètes qui figurent dans les lois de finances précédentes et dans l'actuelle loi de finances. Et donc cette théorie du ruissellement qui considère qu'en favorisant cette pointe de la pyramide sociale, de la pyramide économique, et ensuite il ruissellera des avantages pour les autres, eh bien c'est une théorie qui a failli, qui a démontré ses limites au Maroc comme dans la plupart des pays qui ont adopté ce type de politique, et on pourra dans le débat apporter des illustrations concrètes en termes de choix budgétaires et en termes de décisions de politique fiscale qui font que, effectivement, la classe moyenne et les TPME sont aux abonnés absents des priorités du gouvernement actuel. Younes Ma'amar, tu as سمعتي. أنا سمعت. Pour Mohamed Ben Moussa, il n'y a pas de différence. On favorise la charge est assez lourde. On favorise la grande entreprise par rapport à la TPME, à la PME. On favorise les classes aisées par rapport aux classes moyennes. On attend un ruissellement qui tardera peut-être à venir ou qui ne viendra jamais. C'est en effet, Mohamed nous fait un discours à charge, mais je crois qu'il est injuste. Je crois qu'il est injuste parce que
il y a des éléments qui sont relatifs à la politique publique, comme il a été mentionné, mais il y a aussi des éléments, on en parlera sans doute, des éléments relatifs à la gouvernance de la politique publique. Par rapport à la politique publique, je crois que c'est injuste de dire que c'est une approche du ruissellement, parce que ce serait ignorer ou ne pas donner toute l'importance qui a été faite dans le cadre de cette loi de finances et qui a une cohérence. Le seul point sur lequel je suis d'accord avec Hassim Moussa, c'est qu'elle est cohérente avec les lois de finances précédentes dans l'approche suivante. Premier point, c'est la problématique de l'emploi. Le deuxième point, c'est la problématique du pouvoir d'achat. Et les aménagements, tant sur les aménagements fiscaux, le dernier étant l'IR, les aménagements sur la TVA de l'année dernière et certains qui ont disposition de cette année, que sur certains autres aménagements dans le cadre de l'architecture de la PLF d'aujourd'hui, vont dans le sens de la préservation du pouvoir d'achat, y compris du pouvoir d'achat de la classe moyenne, et surtout des citoyens de manière générale, mais en n'excluant pas la classe moyenne. L'IR aura une incidence directe sur la classe moyenne, le dialogue social, idem. Donc de dire que c'est quelque chose qui n'a pas changé et qui reste dans une politique du ruissellement n'est pas juste, à mon sens. Maintenant, quand on a cette loi de finances et ce programme gouvernemental a une chose qui est une première dans l'histoire de notre pays. Et qui est une première même par rapport à la doctrine de l'État social. D'abord, la première chose, c'est poser l'État social. Et s'il n'y a pas de convergence avec mon ami de gauche sur poser l'État social, c'est qu'en effet, il ne va pas y en avoir beaucoup. Mais je pense que c'est un point de sémantique. Ce qui est particulièrement courageux dans la mise en place de l'État social, et il y a des limites, il y a des jalons sur lesquels il faut être vigilant. C'est que, traditionnellement, pas l'État-providence, l'État social. C'est-à-dire l'État social via des outils qui permettent à ce que tous les enfants de ce pays puissent avoir accès à une santé, à une éducation, à une dignité et être contributeur, partie prenante du décollage économique de notre pays. Traditionnellement, les politiques sociales sont financées par 3 éléments. On va voir l'Europe. L'Europe, la politique sociale de l'Europe, post-guerre, a été d'abord financée par les colonies. C'est un autre sujet. Mais que ce soit la France ou l'Angleterre... Marshall aussi, un peu. Absolument. Est venu s'y ajouter le plan Marshall pour ensuite amorcer un décollage économique. C'est aussi parfois financé par un élément exogène, des ressources naturelles découvertes. Et c'est enfin amorcé, ou financé, ou pérennisé surtout, par une croissance. C'est-à-dire qu'in fine, le point de convergence, c'est d'avoir un État social dont on pose les jalons aujourd'hui, en termes de l'aide de l'État à enclencher cette dynamique, avec, in fine, une pérennisation qui ne peut se faire sans une croissance. Mais là, la nouveauté, c'est que l'amorce de cet État social n'a pas attendu l'élément traditionnel, attendant qu'il y ait une croissance pour pouvoir le faire, attendant qu'il y ait une ressource pour pouvoir le faire. L'amorce, et ça, c'est une vision du chef de l'État, de pouvoir enclencher le chantier de l'État social, le financer par du recours à des financements dont les durées de prescription doivent être limitées, que ce soit le financement par l'endettement, par la ressource publique, etc., pour que la dynamique, pour oser à ce que la dynamique de croissance, qui est la condition nécessaire de pérennisation de l'État social, soit établie. Donc je pense qu'en cela, c'est vraiment un élément qui mérite d'être signalé et qui a un élément de courage. Là où se posera le challenge demain, maintenant qu'on a établi la ressource, c'est comment va-t-elle être le problème que j'ai avec la majorité à chaque fois qu'elle est ici sur ce plateau, c'est qu'elle revient toujours quand on lui pose des questions sur ça. Vous prenez la parole tout de suite, Mohamed Ben Moussa. C'est l'État social, parler de l'État social, etc. Ça sort le projet du chef de l'État, comme vous dites, de Sa Majesté. Très bien. Maintenant, il y a le Conseil dans la Constitution, il y a le Conseil des ministres et le Conseil de gouvernement. Ce que fait le Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté, on est d'accord. Ce sont l'État social. Mais il reste ce que fait le gouvernement et comment il procède et comment il décline ces politiques-là. Et parmi ces politiques, c'est les mesures fiscales. Mohamed Ben Moussa, sur la question de la fiscalité, je commence par vous. Les principales mesures fiscales proposées,
ou les amendements les plus importants qui ont été introduits? Peut-être, avant de répondre à votre question, voilà, si je voudrais interagir avec Sema Ammar. J'ai deux convergences avec vous et plusieurs divergences. La première convergence, c'est que l'État social, effectivement, le concepteur, l'initiateur, la locomotive de ce projet de Rennes, transformateur de la société marocaine, c'est ni le gouvernement actuel, ni les gouvernements précédents, ni les prochains gouvernements, c'est Sa Majesté. C'est lui qui a cette vision, c'est lui qui a souhaité transformer la société en instituant l'État social. Et les prémices des politiques publiques qui s'inscrivent dans le cadre de l'établissement d'un État social ont commencé avec les gouvernements précédents, notamment à travers l'outil qui est important de la caisse de compensation. Je rappelle qu'au plus fort de la crise, le déficit de la caisse de compensation a atteint 58 milliards de dirhams. C'est quoi si ce n'est une politique sociale pour protéger les couches sociales les plus fragiles? Effectivement, d'autres couches sociales ont aussi en ont profité, mais c'est d'abord orienté vers les plus fragiles. Il y a également tous les différents programmes qui ont été mis en œuvre par les anciens gouvernements, le programme Teissir, le programme 1 million de cartables, le programme d'aide aux veuves, le programme d'aide aux handicapés, qui mobilisaient bon an mal an une enveloppe budgétaire de 5 milliards de dirhams, qui aujourd'hui ont été remplacés par le programme de généralisation de la protection sociale, qui évidemment est passé à une voilure plus importante, puisque le budget est de l'ordre de 25 milliards de dirhams en 2024. Il va passer à 26,5 milliards l'année prochaine et 29 milliards de dirhams en 2026. Deuxième point d'accord, c'est que l'essentiel, c'est d'abord d'assurer la soutenabilité du financement de l'État social. Et ça passe par le développement, effectivement, de la création de richesses et donc de la croissance. Voici les deux points de convergence. Par contre, les divergences sont importantes. D'abord, les choix de politique fiscale. Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre une réforme fiscale en 3 temps, un peu comme Jacques Brel, la valse à 3 temps. Or, cette démarche est par définition, avec le temps. Et par définition, c'est une démarche qui est injuste, parce que lorsqu'on fait des réformes fiscales, on demande des efforts à l'ensemble des citoyens. Et les efforts, lorsqu'on les demande, on doit les demander dans la même proportion et en même temps. Or, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre une politique fiscale séquentielle en réformant l'IS en 2023, la TVA en 2024 et maintenant l'IR en 2025. Deuxièmement, le gouvernement a pris des décisions d'allègement de la fiscalité des bénéfices des entreprises et des sociétés en réduisant le taux de l'IS de 31% à 20% pour les entreprises qui réalisent un bénéfice net compris entre 1 million de dirhams et 100 millions de dirhams. Les petites entreprises, voilà pourquoi je parlais de l'erreur de la théorie du ruissellement, qui réalisent un bénéfice inférieur ou égal à 300 000 dirhams, payaient auparavant un IS à 10%. Maintenant, ils vont payer progressivement beaucoup plus, jusqu'à atteindre 20% en 2026. Et donc, vous voyez bien que les décisions sont plutôt favorables aux grands groupes et très peu favorables aux TPME. Je reviens maintenant sur l'impôt sur le revenu, avec le changement du barème, avec l'élévation de la première tranche de 30 000 dirhams annuels à 40 000 dirhams annuels, ce qui permet, avec le système des déductions des frais professionnels et des charges pour famille, d'exonérer de l'IR les revenus inférieurs ou égaux à 6 000 dirhams bruts par mois, et ensuite diminution du taux marginal de 38% à 37%. Au niveau du PPS, nous avons fait des simulations et on s'est rendu compte que ceux qui gagnent 6 000 dirhams vont économiser à peu près 150 dirhams net par mois en termes d'IR. Et ceux qui gagnent à peu près 10 à 15 000 dirhams vont économiser entre 450 et 500 dirhams. Et ceux qui gagnent 25 30 000 dirhams, ce qui est un salaire relativement élevé dans notre pays, l'économie en termes d'IR sera autour de 600 ou 650 dirhams. Et comme le système qui est proposé par le gouvernement ne joue pas le rôle de la progressivité de l'IR, eh bien, tous ceux qui ont des salaires très très élevés, ils vont bénéficier encore davantage. Ce n'est pas notre conception d'une politique fiscale juste. Par ailleurs, le gouvernement a décidé d'aller à contresens des recommandations des 3e assises de la fiscalité qui ont eu lieu en mai 2019 à Bouznera et à contresens des recommandations du nouveau modèle de développement en matière de politique fiscale. Et j'en prends pour exemple la multiplication des systèmes de retenue à la source à taux libératoire, qui sont aux antipodes de ce qui est recommandé par les 2 référentiels que je viens de vous indiquer et qui vident de sa substance l'impôt sur le revenu
en réduisant l'assiette fiscale, en réduisant l'appréhension de l'ensemble des revenus catégoriels et en détruisant la progressivité de l'impôt. Voici quelques exemples et je peux en donner d'autres. Très certainement. Younes Ma'ammar, une réaction. Rapidement, l'antinomie dans ce que, à mon sens, dans ce que Ben Moussa vient de partager avec nous, c'est qu'on ne peut pas parler d'une augmentation de la recette fiscale qui a eu lieu avec des aménagements fiscaux, c'est-à-dire un abattement progressif. Le séquencement, il est discutable, ce n'est pas ça le sujet. Enfin, in fine, ce n'est pas ça mon propos. C'est qu'on a une augmentation de la recette fiscale à périmètre constant, périmètre de personnes imposables. C'est une quadrature du cercle. La réalité, ce qui s'est passé. Ne doit pas être constant. Justement, l'assiette fiscale doit s'élargir. C'est toute la finalité de la politique fiscale. C'est bien pour ça qu'il est clair que le revenu augmentant et la base, les barèmes descendants, ça ne peut être que la conséquence d'un élargissement de l'assiette fiscale. Donc, une plus grande efficacité de la DGI en matière de recouvrement. Arithmétiquement, terminez votre raisonnement, après vous réagissez, Mohamed Moussa. Arithmétiquement, il y a eu deux choses, à mon sens. Première chose, sur laquelle il y a eu une pression additionnelle, peut-être que l'intensité de cette pression est discutable pour assurer la pérennité sur le périmètre fiscal existant. Et il y a eu un élargissement qui va crescendo sur l'assiette sociale. Et l'élargissement sur l'assiette sociale, sur l'assiette fiscale, pardon, c'est en réalité l'élargissement graduel sur la partie de l'informel, qui est un élément qui n'est pas uniquement dû une conséquence de la politique fiscale, mais aussi de la politique sociale. C'est-à-dire que l'élargissement de l'AMO, tout à l'heure, on est passé rapidement sur l'augmentation des bénéficiaires de l'AMO, c'est une augmentation qui est tangible, qui est importante, et qui est une carotte permettant à l'activité économique informelle, qui représente 30% de notre PIB, de voir la pertinence de rentrer. Personne n'est d'accord sur les chiffres de l'AMO, de la protection sociale. Les bénéficiaires ont diminué, c'est Ma'ammar, je vous démontrerai pourquoi tout à l'heure. L'AMO, aujourd'hui, c'est injuste de dire que la base au-delà de quand on dit qu'on est à 80% de la population marocaine qui est couverte, n'est-ce pas? Quand on dit récemment, comme le CSE annonce qu'il y a en effet 8 millions ou 8,6 millions de Marocains qui sont hors de l'AMO, mais ça veut dire que c'est 22%. Ça veut dire que 80% le sont. Après, il faut creuser pour voir comment est-ce que l'élément résiduel puisse je peux vous répondre rapidement sur ce point-là, oui. Sur l'AMO. Alors, juste avant que vous répondiez, moi j'ai une remarque à faire, c'est que l'ancien ministre Ali Daïtaleb, de mémoire, avait parlé de 95 à 100%. Et vous avez un point de convergence. Voilà, et vous avez dit que le CSE dit 80%. Je reprends, c'est-à-dire que moi je ne suis pas... Il y a une tendance. Aujourd'hui, quand on est à 80% par rapport au niveau où nous étions avant, je pense qu'il y a eu un progrès. Il reste un sujet qui doit être traité objectivement par rapport, dont je n'ai pas le détail, par rapport à ces 8 millions de citoyens qui ne le sont pas. Alors, ils sont la résultante de deux choses. La résultante des gens qui sont toujours dans la marge de l'éligibilité par rapport aux critères d'éligibilité. Il faut le traiter, mais il faut reconnaître, mais on est passé à 80% ou 82%. C'est avec une tendance de croissance qui est non négligeable. Je suis sûr que si Mohamed Ben Moussa va nous donner d'autres chiffres. Non, les chiffres sont là et moi je travaille avec les chiffres officiels qui émanent des organisations nationales qui sont indépendantes. Et effectivement, le CSE a eu la bonne idée de faire un rapport d'évaluation intermédiaire de la généralisation de la protection sociale. Et ça tombe bien, c'était justement hier que ce rapport a été diffusé avec une conférence de presse. Eh bien, qu'est-ce qu'on découvre dans ce rapport? Informations que nous avions auparavant, qu'on présentait au gouvernement et qui étaient, comment dirais-je, réfutées par les ministres de tutelle et par le porte-parole du gouvernement. Hier, une instance constitutionnelle indépendante confirme ce que nous disons. Le Ramed couvrait 18 millions de Marocains, 18,4. Le régime Amo Tadamoun couvre 11,4 millions de Marocains. Il y a 7 millions qui ont disparu du processus. Chiffre officiel présenté dans les différentes lois de finances. Le 18,4 millions, ce n'est pas Mohamed Ben Moussa qui l'invente, c'est le chiffre du gouvernement à la présentation de la loi de finances 2022. Donc préparé par les équipes du ministère de l'économie et des finances
juste avant la constitution du gouvernement actuel. Aujourd'hui, l'AMO Tadamon, c'est 11,4. Si on rajoute tous les régimes de sécurité sociale, AMO Tadamon, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de cotiser, AMO régime salariés et retraités anciennement salariés, plus AMO travailleurs non salariés, plus AMO Chamil, plus les fonctionnaires qui sont couverts par la CNOPS, nous arrivons à peu près à 25 millions de personnes, de Marocains qui sont couverts. On rajoute à cela à peu près 6 à 7 millions de régimes divers, de régimes dérogatoires, le régime des forces armées royales, le régime des Moqdam, des Chiour, etc., etc. Nous arrivons à 31,5 millions de Marocains couverts, à comparer à 36,8. C'est pour ça que le CSE a donné le chiffre de 82% hier. Le problème, c'est que nous avons 5-6 millions de Marocains dans la nature. La comparaison Ramed à Motadamoun, c'est 7 millions. Hier, le chiffre a été affiné par le CSE, c'est 6 millions qui sont dans la nature, et c'est 3 millions ou 3 millions et demi qui sont inscrits dans un régime de protection sociale, mais leurs droits sont fermés. Pourquoi ? Soit parce qu'ils n'ont pas cotisé, soit parce qu'ils n'ont pas le nombre d'heures suffisant. On va pas sortir du sujet. Et donc la problématique, c'est que, et c'est ce que dit le CSE, et c'est ce que nous disons depuis de nombreux mois, notamment au niveau du PPS, c'est que c'est une bonne chose de couvrir les gens, même si l'universalité n'est pas assurée à 100%, mais c'est autre chose de rendre effective la couverture sociale. Or là, il y a des problématiques qui sont mises en œuvre en matière, d'hétérogénéité des systèmes. Il y a une inégalité, une injustice entre les différents systèmes en termes de cotisation, en termes de prestations. 2, il y a une problématique de qualité des soins de santé. 3, il y a une problématique de soutenabilité, de durabilité de ces systèmes. Parce que dans les 4 systèmes, deux mots, l'AMO travailleur non salarié et le régime CNOPS sont déficitaires. Il y a un rapport prestations sur cotisation de 1,7 pour l'AMO travailleur non salarié et un rapport de 1,2 pour le régime CNOPS. Et le CSE alerte sur la durabilité, la soutenabilité de ces régimes de retraite. On a fait une petite sortie sur on est d'accord très sur le intéressante fait parce que l'instructive, oui, si vous voulez d'accord. Après, on va passer à l'emploi. Oui, d'accord, absolument. On est d'accord sur ça qu'au-delà de... On est d'accord sur le fait qu'il y a aujourd'hui 82% de nos citoyens qui ont une couverture médicale. Mais dont certains ont des droits fermés. Attendez, s'il vous plaît. Et que, bien entendu, la prochaine étape pour affiner l'exercice, bien que le point de convergence n'est pas l'universalité, comment traiter les citoyens qui ne le sont pas aujourd'hui. Certains, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de référence et de seuil, et pour pouvoir converger vers une couverture généralisée. Le second sujet qui viendra, et c'est là où je suis d'accord avec vous, maintenant qu'on a traité, et mélanger les deux, à mon avis, c'est le premier sujet, c'est la couverture, l'accès à la couverture sociale, avec tous les nuances que vous avez partagées. Le deuxième élément qui sera le vrai sujet, c'est la gouvernance par rapport aux outils de prestation du service médical. Et c'est là où, comme je disais en introduction, au-delà de la politique de l'État social qui met les moyens, assurera in fine, ou doit assurer in fine une pérennité, c'est comment assurer que la gouvernance de ces secteurs qui sont d'abord éminemment capitalistiques, qui sont des secteurs où le secteur privé entre, mais sur lequel il faut être vigilant sur une gouvernance qui permet de préserver le service et de préserver ce sur quoi notre pays, et je prêche un converti étant membre de la commission spéciale pour le modèle de développement, qui a identifié que notre pays, pour pouvoir assurer ces éléments de croissance, pour pouvoir assurer ces éléments de paix, d'état social, que la rente, dans ses formes diverses, reste le sujet sur lequel il faudra affronter de manière sereine, la politique de la majorité sur ça, sur la rente, parce que justement ça pose un problème. Je peux vous dire qu'il y a un élément qui est extraordinaire dans notre pays, qui est historique et sur lequel il ne faut pas quitter le cap. Et au PAM, on s'en revendique, c'est le nouveau modèle de développement. Et dans le nouveau modèle de développement,
plusieurs éléments. Ça pose un problème. On va poser la question tout à l'heure en fin d'émission, c'est-à-dire dans 10 minutes. C'est que les moyens, c'est une chose. La gouvernance sera l'élément fondamental. La gouvernance au sens des services publics. Je connais un service en particulier où la gouvernance de l'activité de l'énergie est cruciale pour pouvoir permettre un décollage franc de ce secteur. Quand on dit dans notre pays, on va parler de l'emploi tout à l'heure, donc je garderai cet indicateur par rapport à l'emploi, mais la vigilance par rapport à la gouvernance notamment de ces secteurs nouveaux dans le sens où on ouvre la contribution du secteur privé, la santé, l'éducation, et qui sont des secteurs éminemment à caractère social éminemment fort, sera demain le vrai challenge pour pouvoir en assurer une pérennité. Donc les 80% de couverture est un bon score par rapport à nous étions. Il faut l'affiner, il faut le généraliser, il faut qu'il y ait... Monsieur, la santé est importante. Avec votre autorisation. Parce que c'est comme ça que le débat... Pas 15 secondes, s'il vous plaît, parce qu'il faut passer à l'emploi. C'est comme ça que le débat est intéressant. Ne restez pas focalisé sur les 82% et plutôt concentrez vos efforts. Je dis vous, c'est-à-dire le gouvernement... Vous avez vu que j'ai parlé de la gouvernance. Sur l'effectivité. La généralisation. Je ne me suis pas concentré sur le pourcentage. C'est un chiffre sur lequel il faut reconnaître qu'il est important. Mais par contre, je reste vigilant, comme je l'ai dit en introduction, et par rapport au sujet en particulier, sur la gouvernance, c'est-à-dire la mise en exécution. Alors, il y a deux grosses problématiques sur lesquelles le gouvernement est en échec total dans ce projet de généralisation de la protection sociale. Tout ce qu'il a fait pour le moment, c'est élargir des bases de données. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vécu, le réel, le vécu des Marocains, de mes compatriotes. J'observe deux grosses limites. La première limite... Le monde ne s'est pas fait en un jour. Juste petite remarque. Je vous rappelle que ça fait 2 années que nous mettons en œuvre la généralisation de la protection sociale. Et dans l'échéancier et dans l'objectif qui a été fixé par Sa Majesté à l'exécutif, la dernière année de mise en œuvre, c'est l'année prochaine, 2025. Donc il serait temps d'accélérer la cadence. Certes. Donc les deux problématiques, laissez-moi les indiquer parce qu'elles sont fondamentales pour éclairer vos téléspectateurs. La première problématique, c'est que le Ramed, qui couvrait 18,4 millions de Marocains, coûtait bon an, maintenant 2 milliards de dirhams. Ce qui fait à peu près 140 dirhams ou 150 dirhams par personne couverte. La Motadamon, qui couvre à peine 11,4 millions de Marocains et de Marocaines, coûte 8,5 milliards de dirhams, plus 1 milliard de dirhams pour la prise en charge du ticket modérateur. Ça fait 9,5 milliards de dirhams, ce qui donne un coût moyen de 840 dirhams. Première question, pourquoi le coût passe de 140 ou 150 dirhams à 840 dirhams par citoyen couvert? Première interrogation sur laquelle le gouvernement n'a aucune réponse. Deuxième interrogation, et je finirai. 140 à 840. 140, pourquoi? Parce que les ramédistes étaient couverts uniquement dans les hôpitaux. Alors qu'aujourd'hui, avec la Motadamon, on va dans le secteur public et le secteur privé. Deuxième problématique, c'est que le développement de l'État social doit s'accompagner en parallèle de l'amélioration et de l'élargissement de l'offre sanitaire marocaine publique. Or, ce qu'on constate, et ça a été souligné hier à juste titre par mon ami Ahmed Rida Chami, président du CSE, c'est que 96 à 97% des personnes inscrites à l'AMO, travailleurs salariés ou retraités, salariés, et travailleurs non salariés, vont dans les cliniques privées. Et même ceux qui sont à l'AMO Tadamoun et à la CNOPS, à hauteur de 40 ou 50%, vont dans les cliniques privées. Et le CSE a constaté que la facture moyenne... On ne fait pas l'émission sur la santé. Je sais bien. Et le CSE a constaté que la facture moyenne d'un dossier de remboursement était 5,6 fois plus cher aujourd'hui qu'il ne l'était dans le cas du RAP. Merci. On passe à l'emploi. Rapidement. Pour ce point par rapport à l'emploi. Donc, on a... personne n'a le monopole de la prise en charge ou de prise en compte ou de la sensibilité du citoyen national, du citoyen marocain. On l'a tous. Et quand un élément fondamental dans ce changement, dans cette réforme, dans cette révolution de l'État social, c'est justement pour ne pas que la couverture se limite à une population, de telle sorte que les populations les moins défavorisées de notre pays aient les seuls accès à la santé publique et la santé privée étant
réservé à d'autres. Je suis un enfant de la santé publique, ayant grandi moi-même, mes parents étant de la santé publique. Et je comprends l'importance, pas l'importance, la centralité de l'hôpital public. Et là, je pense que quand je parlais tout à l'heure d'éléments de gouvernance, reconnaissant qu'il y a un budget important qui a été alloué au renforcement des établissements publics de la santé, de santé publique, que ce soit l'hôpital Ibn Sina, que ce soit les centres régionaux, que ce soit les centres périphériques, avec en parallèle le renforcement de l'offre privée. Comme je disais tout à l'heure, l'importance restant d'être vigilant sur la gouvernance, et notamment sur la gouvernance économique. Je vais vous dire un truc. Vous avez parlé tout à l'heure de la fiscalité de 2019, dans les assises de 2019, qui ont été un exercice assez intéressant, assez fondateur sur plein de choses. Sur la politique fiscale, y compris la réforme de la fiscalité, qui a fait l'objet exécuté par ce gouvernement en 3 temps, en 2 temps, en 1 temps, elle est là. Et surtout, qui avait mis le trait sur ce que un responsable de la Banque mondiale à l'époque, qui était venu faire partager son avis, disait que le Maroc représente une espèce de point singulier par rapport au développement. Un point singulier dans le sens où l'investissement public ramené par habitant, l'investissement dans l'infrastructure ramené par habitant, était décorrélé par rapport à la croissance que connaissait notre pays, qui était somme toute, et où étaient les poches. Ensuite, j'ai parlé d'un des éléments qui le freine, mais à l'époque, il avait aussi parlé déjà de la gouvernance. Donc ce n'est pas Younes Ma'amar qui parle de la problématique de la gouvernance dans la chose du développement de notre pays, mais qui avait utilisé comme illustration 2 indicateurs qui sont, eux, des indicateurs de record mondial qu'a le Maroc, et qui sont les suivants, qui sont le Maroc avait, disait-il, le record mondial du taux d'absentéisme du corps enseignant dans les établissements de l'enseignement public. Et le Maroc avait un record mondial du taux d'absentéisme du corps médical dans les établissements de l'enseignement public. Ce n'est pas les meilleurs records, il faut les poser, il faut être vigilant et il faut les corriger. Donc l'élément de gouvernance n'est pas un élément corollaire, c'est un élément central qui plus est dans des secteurs de services publics et où la composante privée prend une importance. Alors, on va arrêter sur la santé. Je sens que vous êtes très passionnés par la santé tous les deux. Sans perdre la centralité de l'hôpital public. Sur l'emploi, Assi Younes, je reste avec vous pour équilibrer un peu. Pour équilibrer un petit peu. On ne va pas rentrer dans les chiffres, s'il vous plaît, on va rester sur l'emploi. On a encore 9 minutes, j'ai encore 2 questions, dont l'une sur l'emploi. L'emploi est la priorité, ça a été dit depuis le départ, la campagne électorale de si Akhnouch ou de si Ouabi pour le PAM ou de si Baraka, l'emploi. Or, l'emploi, le taux de chômage augmente. Il y a des phrases qui sont dites, des explications qui sont dites sur la pluie ou sur l'optimisme ou sur autre chose. Qu'est-ce que prévoit la majorité à travers ce PLF, Younes Ma'amar, sur l'emploi? Est-ce que ça va vraiment bouger ou pas? L'emploi est un sujet douloureux. Douloureux parce que des chiffres sont là, et surtout quand on prend la tranche des jeunes. En 2 minutes, s'il vous plaît, même chose pour vous. Il y a des réponses de long terme et des réponses de court terme. Mais le vrai sujet, c'est que l'économie, la structure de notre économie. Cette année, il y a eu une hémorragie d'emplois, on a perdu 300 000 emplois, dont une grande partie revient du rural. Certes, dont acte. Tout à l'heure, vous avez parlé du plan Marshall. Nous sommes, au sein du PAM, nous plaidons pour réfléchir à un plan Marshall de l'emploi des jeunes, avec une dimension territoriale locale très importante. Mais quand on revient aux fondamentaux, notre pays, l'économie de notre pays est telle que 1% de croissance de notre pays génère 25-30 000 emplois. Or, il y a presque 400 000 nouveaux demandeurs d'emploi par an. Donc l'équation, c'est une quadrature. C'est dramatique. Donc, en fait, si on doit, avec ces chiffres, avec un taux du corps, je pars sur votre contrôle qui est mauvais, je pense. 7,4 le taux du corps. Oui. Ce qui est porteur d'emploi à long terme, c'est la croissance. La croissance, l'adéquation de l'emploi avec la formation, c'est la pénétration du secteur de l'informel, c'est l'auto-entrepreneuriat, et c'est aussi, et c'est là où je rejoins un des points qu'avait dit Sibou Moussa tout à l'heure par rapport au TPME, de mettre le doigt sur le rôle que ne joue pas le secteur bancaire par rapport au décollage de la TPME et donc
la création de valeur et aussi de l'emploi. Donc, on a par rapport à la problématique d'emploi, pour revenir aux travaux d'un éminent chercheur marocain que paie son âme, Abdelaziz Blel, qui parlait qui était un précurseur de l'économie de développement, c'est-à-dire qui parlait des facteurs non économiques du développement. Disons facteurs non économiques du développement et de l'emploi. J'ajouterai l'emploi. Et dans lequel la problématique de l'emploi ne peut se résoudre sans qu'il y ait un renforcement de la dimension territoriale. Il y a d'autres choses très importantes. Le secteur privé doit être un acteur clé. Concrètement, PLF 2025, emploi, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, sur la PLF, si on veut être concret sur la PLF, qui est une photographie de l'instant, il y a à peu près 14 milliards de dirhams qui ont été alloués à la formation, et dont le parent pauvre de la formation par alternance. Il y a les aménagements sur l'IR qui sont de nature à pouvoir améliorer l'employabilité dans ce segment. Mais tout ça, c'est des mesures pour pouvoir absorber, si je puis dire, une hémorragie qui est là. Et la vraie hémorragie étant que le vrai sujet, c'est comment créer une croissance qui soit porteuse d'emploi. Le secteur privé doit être on ne peut pas faire l'impasse du secteur privé, et donc de la confiance du secteur privé et du rôle du secteur privé dans l'employabilité des jeunes. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui va revenir et qui est structurel finalement. C'est Mohamed Moussa, comment vous voyez les choses? Et qu'est-ce que vous proposeriez, s'il vous plaît, restez sur 2 minutes, essayez. C'est compliqué de vous proposer une politique de l'emploi en 2 minutes. C'est tout l'exercice. Vous savez, parler de l'emploi sur 45 minutes sur PLF, ça va être compliqué. Non, je le ferai en 4 minutes, si vous le permettez. Peut-être une précision. Non, en 4 minutes, on finit l'émission. Déjà, désolé, en 2 minutes, ça passe très vite. Alors, une précision, les 14 milliards prévus dans le projet de loi de finances 2025, ce n'est pas pour la politique de formation, c'est pour la politique de l'emploi. Il y a 12 milliards qui sont consacrés à la mise en œuvre de la charte de l'investissement pour les TPME, et on attend le décret d'application avec les avantages. Il y a 1 milliard pour figer l'emploi dans le monde rural, et il y a 1 milliard pour soutenir les politiques actives de l'emploi, c'est-à-dire idmaj, muqawalatit, il, tahfiz. Ça ne va pas dans le sens d'emploi ? Non, ce n'est pas pour la formation. Je dis que c'est 14 milliards, ce n'est pas pour la formation. Y compris la formation. C'est pas pour la formation, c'est 12 milliards, comme je viens de vous le dire, pour la charte, 1 milliard et 1 milliard. Maintenant, pour l'emploi. Les économistes ont l'habitude de dire que pour créer de la croissance, c'est la croissance qui crée l'emploi, ce n'est pas la fonction publique, c'est le secteur privé, et en particulier la TPME, il faut 3 ingrédients. Je dis que dans notre pays, le Maroc, il en faut un 4e. Premier ingrédient, c'est la quantité de capital. Deuxième ingrédient, c'est la quantité de travail. Et troisième ingrédient, c'est la productivité globale des facteurs. Au Maroc, il faut un 4e ingrédient, c'est le degré de confiance. Or, nous avons une problématique de défiance qui explique la faiblesse de l'investissement national et de l'investissement privé plus particulièrement. Il faut savoir que dans la première décennie 2000, le taux d'investissement national était de l'ordre de 30%. Aujourd'hui, nous avons chuté à 25%. Avec un investissement public qui ne cesse de grandir. C'est dire que l'investissement privé a baissé. Donc il faut instaurer de la confiance pour que le secteur privé puisse investir. Et la charte d'investissement, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a sorti le décret d'application pour les grands investissements qui créent très peu d'emplois en 3 mois. Et ça fait plus de 2 ans que nous attendons le décret d'application. Messieurs, deuxièmement, un mot. Deuxièmement, le gouvernement, le chef du gouvernement, dans la loi de finances, on nous dit nous avons fait une étude pluridisciplinaire, plurifactorielle, plurisectorielle sur l'emploi et on a un plan d'action. Je ne comprends pas pourquoi on ne respecte pas l'article 27 de la Constitution et pourquoi on ne met pas dans l'espace public, pour les chercheurs, les universitaires, les partis politiques, les médias, eh bien, à la fois ce diagnostic du marché de l'emploi et le plan d'action pour en discuter rapidement. Je me suis laissé déborder par le temps parce que j'avais une question sur la confiance. Que fait le PLF pour restaurer la confiance rapidement? On va déborder peut-être de 30 secondes ou de un peu plus que 30 secondes. La régie ne va pas aimer, c'est pas grave. Le NMD, nouveau modèle développement, vous avez 1 minute. On en est où de ce NMD? Nous avons un ancien, membre de la commission. Je pense qu'on est en train de s'en éloigner. 1 minute, montre en main. La confiance est un élément important, je suis d'accord sur ça. Pas la confiance, le NMD. Non, je sais bien, parce que la confiance reste, pour rebondir ce qui a été dit tout à l'heure, l'élément de confiance, et notamment du secteur privé, est une condition nécessaire de création de valeur. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'emploi. Le nouveau modèle de développement, nous en revendiquons.
en termes du diagnostic qui a été posé. Je vous ai parlé tout à l'heure de la problématique de gouvernance, de la problématique de la rente, mais aussi de la problématique de libération de la dimension territoriale. Et il y a une centralité à apporter à ces deux éléments, le territoire et la gouvernance. La gouvernance, notamment comme corollaire de l'État sur l'élément social et sur l'élément d'investissement. La TPME, aujourd'hui, est une condition nécessaire de décollage économique. Parmi les mesures que nous avons oui, allez-y. Mentionné, c'est rapidement de passer, de la même manière qu'il y avait eu des CRI qui ont, normalement, fait leur rôle, et aujourd'hui ils sont passés à une configuration différente, c'est de la mise en place de centres régionaux de l'emploi. Encore une fois, la dynamique territoriale, pour nous, est une condition nécessaire pour l'emploi. Je suis désolé, je n'ai pas envie de me faire gronder et danser par la régie. Vous avez 30 secondes pour parler de ce que vous connaissez très bien. On en est où du NMD? 30 secondes, ça me semble impossible. Le NMD, pour moi, n'a pas été mis en œuvre par l'exécutif actuel. Évidemment, il est cité en référence dans les discours, dans les éléments de langage, dans les déclarations, dans les préambules des lois, mais dès qu'on rentre dans les articles des lois, on voit qu'on est à rebours des orientations du NMD. Tout à l'heure, j'ai donné quelques exemples en matière de politique fiscale. Deuxièmement, et c'est le lien entre le NMD et la confiance, la cheville ouvrière, l'épine dorsale, la colonne vertébrale du nouveau modèle de développement, c'est restaurer la confiance. Or, lorsqu'on voit un certain nombre de décisions qui sont prises par le gouvernement actuel, par exemple, 13 milliards de dirhams d'abondant. On arrête. Une phrase, s'il vous plaît. C'est une information importante que je dois communiquer. Lorsqu'on exonère les importateurs d'ovins et de bovins de 13 milliards de dirhams de droits de douane et de TVA, sans impact sur le prix de vente, sur le pouvoir d'achat des citoyens. Lorsqu'on voit qu'au niveau du Parlement, on réduit, là, je termine ma phrase. Non, vous ne pouvez pas, parce qu'il faut terminer l'émission. Une phrase, s'il vous plaît. On réduit les droits d'importation. On réduit les droits d'importation de 40% à 2,5% dans l'importation du miel au bénéfice d'un importateur qui est député du parti au pouvoir. Je ne crois pas que cela restaure la confiance auprès des citoyens. On s'éloigne du NMD, je voudrais dire deux choses. Non, on ne peut pas. On a déjà dépassé plusieurs minutes. Ce gouvernement est fier d'être celui qui aura posé l'État social, qui est c'est une révolution dans notre pays. L'exercice est perfectible, sans doute. Ce gouvernement est fier d'être l'outil qui a permis à cette politique sociale de se mettre en place. Moussa, je vous promets, nous allons prévoir une autre émission sur tous les sujets dont vous voulez parler, et on va consacrer beaucoup de temps pour ça. La clé, c'est la confiance. Merci l'État social, on a oublié une chose. Merci à vous de nous avoir suivis. Désolé pour le débordement. À la semaine prochaine.